Bonjour à tous, on se retrouve pour nos Texama Show, cette fois-ci encore une fois pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Alors, on va commencer avec un petit peu des news de la chaîne. Déjà, vous avez beaucoup été... j'ai mis un petit sondage à la dernière vidéo, si vous vous rappelez, où j'ai demandé justement si vous vouliez voir peut-être une série à part, une série de vidéos à part sur l'actualité spatiale. Et il y a beaucoup de gens qui étaient pour, donc on va faire ça, certainement à partir de la fin de cette semaine-ci. Donc ce sera un format assez court, 10-15 minutes grand maximum. Ça évoluera, au début ce sera un petit peu comme le Texama Show, mais à force j'aimerais que ce soit genre plus professionnel en quelque sorte, et plus rapide avec du montage qui fait un petit peu plus justement propre. Par exemple quand je parle d'une actualité, le truc passe devant, je suis un peu comme les trucs de news un petit peu plus professionnels justement au niveau anglais si vous en avez déjà vu de toute manière. On aura aussi des petits trucs, des petites rubriques dedans qui devraient être sympas, genre par exemple on pourra voir à chaque fois à la fin l'horaire des lancements, des prochains lancements pour la semaine à venir, parce que ça, il y a des lancements à peu près tout le temps en fait au niveau de l'aérospatiale. Des fois c'est la Russie, des fois c'est l'Europe qui lance une fusée, des fois c'est la Chine, des fois c'est l'Inde, et des fois c'est les États-Unis, c'est SpaceX aussi, ça peut être. Du coup, ça peut être intéressant de juste dire hey, voilà l'horaire, voilà où vous pouvez les regarder, voilà où vous pouvez pas les regarder. Par exemple, les lancements chinois, c'est pas la peine de chercher un lien d'un stream ou autre chose. Voilà, c'est caché. Mais bon, du coup, on aura peut-être ça, et puis peut-être aussi l'image de la semaine où on pourra avoir peut-être une image très sympathique au niveau de l'espace. Il y en a des très sympathiques qui sortent très souvent. Donc, ouais. Du coup, commençons avec un autre truc. Donc ça, c'est tout au niveau de ça. Comme j'ai dit aussi, on va essayer de faire un petit peu plus de vidéos. Il y a différents sujets que j'aimerais traiter en vidéo. Il y a aussi des fois des actualités que j'aimerais traiter en vidéo, parce que c'est des actualités que je peux genre tester. Il y aura une, par exemple, dans les news de cette semaine-ci, que vous verrez bien qu'il pourrait être totalement traité. Donc voilà. Il y avait aussi un petit dernier truc, c'était au niveau de Rocket Stream, on fait un petit concours, donc je vous avais dit qu'il y aura un concours chaque mois, donc il y a un petit concours sur Twitter, c'est sur mon Twitter principal, pas sur celui de Texama, donc je vous mettrai le lien dans la description, si vous voulez participer au concours, c'est pour gagner 2 souris, donc voilà, ça coûte rien, et vous pouvez gagner 2 souris, une des 2 souris plutôt, ça veut dire qu'il y a 2 gagnants, parce qu'évidemment on va pas donner 2 souris à quelqu'un, genre, j'ai 2 souris maintenant, je peux jouer à des choses qui requièrent 2 souris, c'est-à-dire rien du tout. Ok, alors, première news de la semaine, je pense que c'est une news assez importante pour beaucoup de gens, c'est le OnePlus 6 qui est sorti. Il a été annoncé il y a un petit moment en réalité, mais il est sorti officiellement, vous pouvez l'acheter, il y a les reviews qui sont sortis, et du coup, ben, évidemment, il a The Notch, l'encoche, la fameuse encoche au-dessus de l'écran, qu'on s'attendait tous. Une petite bordure en bas, mais ça c'est pour le display driver, même si selon moi si l'iPhone 10 y arrive, je ne vois pas pourquoi les autres n'y arriveraient pas. Et aussi, l'un des, selon moi, les gros problèmes avec ce téléphone que j'ai, il y a un arrière en verre. Et je suis en mode, pourquoi OnePlus? Pourquoi? Vous étiez les seuls à encore faire des arrières en métal et maintenant vous passez en arrière en verre. Alors, du coup, vous pourriez vous dire, ah bah il y a un arrière en verre, c'est-à-dire qu'on a le chargement sans fil? Non. Non, pas de chargement sans fil. Donc ouais, il y a un arrière en verre sans aucun désavantage de l'arrière en verre. C'est à peu près, selon moi, ça. Donc ouais, je suis un peu déçu. Ou sinon, c'est à peu près à quoi on s'attendait. Donc Snapdragon 845, 6 ou 8 Go de RAM, 64 ou 128 Go de stockage, un appareil photo de je ne sais plus combien de mégapixels. Après, selon moi, les mégapixels n'ont aucune importance. Avec un appareil secondaire, donc voilà, ils sont apparemment de 16 mégapixels et 20 mégapixels à l'arrière, et un à l'avant de 16 mégapixels. C'est pas mal pour l'avant d'ailleurs. 3300 mAh et un prix annoncé de 529 $. Et en France et en Europe, c'est un petit peu moins cher. Il me semble que c'était 519 €. Donc pour une fois, on ne se fait pas avoir par la conversion bizarre. Donc ma foi, c'est toujours bien. Et puis là, toutes les autres specs habituelles, évidemment, USB type C, tout le tralala. Et un jack, headphone jack, je sais, c'est quand même triste qu'on soit obligé de le dire ces derniers temps, mais bon, il faut le préciser. Et du coup, ben, c'est à peu près à quoi vous pourriez vous attendre du OnePlus. Très puissant, l'OS c'est du Android stock, mais avec des petites modifications qui permettent de faire plus d'options, changer les boutons de navigation ou autre chose. Des options au niveau du notch. Donc au final,
personnellement, au final, sur un téléphone pareil, l'encoche me dérange moins parce qu'il le gère plutôt bien, comme certains l'ont fait d'ailleurs, hein, je tiens à le préciser. Apparemment, plus tard, on pourra totalement la désactiver, au point même d'éteindre l'écran à cet endroit. Pour le moment, il y a des options pour empêcher les applications de se mettre sur cette notch, donc vous avez toujours la barre de notification toujours visible, ce qui peut être très pratique. Donc si vous regardez une vidéo sur YouTube, la vidéo YouTube ne va pas passer derrière l'encoche, par exemple, donc ça c'est bien. C'est ce qu'on veut justement, parce que c'est selon moi un des problèmes de cette foutue encoche. Il y a des trucs de gesture, donc en gros vous pouvez utiliser des gestes avec votre pouce sur l'écran pour faire certaines choses qui apparemment marchent plutôt bien, donc ça c'est sympathique de voir qu'ils ont mis un petit peu d'effort. Mais sinon ouais, Android basique mais avec ce qu'il faut et très léger évidemment. Certainement l'un des téléphones sur Snapdragon 845 qui tourne le mieux parce qu'évidemment il est très léger. En tout cas en attendant le Pixel 3, on verra bien ce que ça donnera. Le capteur d'empreinte était un peu petit apparemment, donc ça c'est un petit peu un désavantage. Mais au final, vraiment selon moi, le désavantage c'est cet arrière envers. Je peux pas, cet arrière envers. Apparemment si l'appareil photo se débrouille, pas forcément en basse lumière et tout ça, mais bon, c'est déjà pas mal pour le prix. Mais ouais, l'arrière envers, le plus gros problème que j'ai, c'est que ça alourdit le téléphone. Et un téléphone plus lourd, c'est jamais une bonne chose, à part si vous mettez plus de batterie. Ça se salit. Et ça se brise facilement quand il y a des chocs. Alors par contre, évidemment, contrairement du métal, l'avantage du métal, c'est plus léger. Ça peut aider à dissiper la chaleur du téléphone, ce qui peut être une bonne chose si vous voulez que le processeur reste bon. Ça a toujours un feeling premium, évidemment, le métal, parce que ça fait genre qualité, contrairement à du plastique. Mais on n'a pas normalement le wireless charging avec le métal. Sauf que là, ils ont mis un arrière envers sans avoir l'avantage d'un arrière envers. Et juste les inconvénients d'un arrière envers. Alors, c'est quand même plus résistant d'ailleurs un arrière envers parce que c'est du Gorilla Glass 5. Donc c'est quand même plus résistant par exemple si vous prenez un couteau que vous commencez à essayer de griffer l'écran. Enfin pas l'écran mais genre l'arrière. Un arrière en métal se grifferait plus facilement pour information. C'est juste que par contre si vous faites tomber le téléphone, le métal il va survivre. L'arrière envers n'est pas garanti à 100%. Même si ça reste du verre. Même si ils sont en mode ouais on a fait tout ce qu'il faut pour bien le designer et tout ça. Forcément... Si vous le faites tomber sur un sol inégal avec une pierre qui dépasse, ça va tomber sur le verre, vous êtes sûr d'avoir une fissure dessus. Donc ouais, selon moi c'est vraiment dommage de voir ça, surtout que OnePlus a souvent été genre pas trop bullshit, genre vraiment mettre ce que les gens veulent, et là ça me paraît juste faire quelque chose que l'industrie fait sans pour autant suivre ce que les gens veulent vraiment. Je ne crois pas que les gens veulent vraiment des arrières en verre, franchement. Surtout que le métal fait aussi premium. Et en plus, on peut faire des très bonnes finitions au niveau du métal, quoi qu'il arrive. Bon, vous me direz, on peut toujours mettre un skin, mais oui, mais... Moi, le plus gros désavantage, c'est l'arrière en verre va alourdir le téléphone pour que quick, genre, littéralement. Quelqu'un pourrait pas designer juste une idée comme ça, un téléphone haut de gamme avec un châssis en métal, mais avec un arrière en plastique qu'on peut déclipser pour changer la batterie ou autre chose. Voilà, juste... Il n'y a personne qui a envie de faire un téléphone juste sensé, pour des gens sensés, ou autre chose. Je serais très heureux. Juste, voilà. Selon moi, il y a largement moyen de designer ça en plus. Le plastique n'a pas tous les avantages du monde, évidemment, mais il est très léger. Il laisse passer les antennes pour les communications. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont mis un arrière en verre, parce qu'ils n'aimaient pas voir des antennes dépasser. Personnellement, moi, ça ne me dérange pas de voir une petite ligne d'antenne si le téléphone est beaucoup plus résistant et surtout moins... salissant, mais bon. Enfin bref, pour moi c'est l'un des grands désavantages. Je ne sais pas pour vous, dites-moi ce que vous en pensez, mais personnellement c'est un des trucs que je suis en mode c'est dommage, c'est dommage. Après pour ce qu'il donne, pour le prix, ça va encore, mais je considère que quitte à essayer d'économiser, je pense qu'on peut largement plus économiser. Vous avez par exemple la possibilité de totalement... Les Galaxy S8 par exemple, qui comme ils sont remplacés par le S9, sont en sacrée promotion. Vous avez toujours le S7 qui reste un très bon téléphone et qui a un bouton à l'avant et tout ça. Bon, qui a un arrière en verre, mais au moins il y a le chargement sans fil. Qui est genre vendu pour beaucoup moins maintenant. Donc personnellement,
Je peux comprendre que les gens veulent des téléphones comme ça, mais pour moi, un téléphone haut de gamme, ça passe juste pas parce que il a le Snapdragon 845. Ça passe par d'autres trucs qui, selon moi, sont très importants. Par contre, ils font quand même beaucoup de choses bonnes. L'OS est bon, un bon processeur, bonne quantité de RAM, il y a du bon stockage, même si c'est pas extensible via microSD. Un petit peu bizarre, mais bon. Pour moi, le truc vraiment qu'ils doivent améliorer, c'est la caméra. S'ils veulent vraiment se rapprocher des gros téléphones haut de gamme, on va dire. Ou sinon, franchement, comme je dis, un Galaxy S8 en promotion, vous pourrez en trouver pour moins cher que ce téléphone-là. Et il se débrouille mieux au niveau photo, franchement. Genre, réellement. Enfin, ça dépend sur quel genre de photo aussi. Enfin, bref. Du coup, à vous de voir. Hein. Personnellement, si j'avais cette somme d'argent et que je devais acheter un téléphone, moi, je prendrais certainement, genre, un ancien haut de gamme. Parce que j'ai pas besoin du dernier Snapdragon. Ça me sert à rien. Je préfère avoir un appareil photo un petit peu meilleur. Avoir un chargement sans fil, quitte à avoir un arrière en verre. Surtout si je l'utilise. Voilà, ça reste mon avis évidemment. Chacun ses préférences. Ensuite, une news vraiment, mais alors vraiment sympathique, c'est Microsoft, ou plutôt Xbox techniquement, a sorti le Adaptive Controller. Donc le Adaptive Controller, c'est une façon de contrôler votre console ou votre PC Windows 10, en tout cas les jeux, je tiens à le préciser. Donc vous pouvez le brancher sur PC ou sur Xbox One, et ça vous permet de tout simplement jouer. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert? Bien, tout simplement, à l'arrière, et on va le voir ici, voilà, à l'arrière, vous voyez, il y a des jacks. C'est des jacks, genre, comme un casque. Donc oui, l'industrie supprime les jacks sur le téléphone, mais Xbox est en mode, tiens, prends un périphérique avec plus de 16 jacks à l'arrière. Mais en fait, non, ça ne sert pas, évidemment, pour le son. Ça sert tout simplement à brancher des périphériques pour contrôler chaque touche. Donc, vous voyez là, chaque truc est numéroté. Ça se voit pas forcément, mais chaque touche a vraiment son jack, en fait. Donc, la touche Y, X, ça c'est la B, la A. Et bien, ils ont chacun leur jack. Ça veut dire que vous pouvez ensuite, vous, brancher des périphériques dessus pour contrôler la manette. Et du coup, ça permet à des gens qui ont une mobilité réduite, qui ont des problèmes de santé, peut-être qui ne savent pas plier correctement les doigts ou autre chose, de pouvoir brancher des périphériques qui s'adaptent à leur corps et qui leur permettent de contrôler les mêmes touches d'une manette. Par exemple, mettre certains boutons sur les pieds. Genre, vous avez des pédales, vous utilisez les pieds pour appuyer sur le bouton. Ou alors, comme la personne qu'on voit sur cette image, comme il a du mal à utiliser ses doigts, il a deux énormes joysticks pour contrôler deux joysticks principaux. Donc vous voyez ce genre de choses exactement pour permettre en fait à des gens handicapés de pouvoir jouer comme tout le monde en fait aux consoles, mais aussi sur PC. C'est ça, franchement c'est génial de la part de Xbox d'avoir fait ça. Il y a François qui vient d'arriver entre temps, qui va me perturber. Regarde François, un contrôleur Xbox avec des prises jack à l'arrière et en fait ça te permet de brancher des pads et tout ça, des boutons spécifiques pour que les gens handicapés puissent jouer pleinement sur une manette d'Xbox. C'est pas mal, hein? Franchement, c'est pas mal. Ça coûte 100$, comme je disais juste avant, que François m'interrompe. Donc, honnêtement, par rapport à la plupart des périphériques, genre, dans ce genre-là, ça va encore. Il y a par exemple j'ai vu un périphérique dans l'article qui était cité à un moment pour ceux qui sont paralysés de tous les membres. En fait, c'est un périphérique que vous mettez dans votre bouche pour contrôler. Il y avait d'ailleurs je ne sais plus s'il stream toujours, mais il y avait un Twitch streamer qui streamait comme ça sur Diablo. Donc il avait juste il pouvait juste contrôler la souris, et Diablo vous pouvez jouer juste à la souris. Et du coup il arrivait à jouer plutôt bien en fait. Et ce genre de périphérique c'est genre 400$. Donc ça encore ça va. Après ça n'inclut rien, c'est juste le contrôleur, le centre des opérations. Il faudra acheter chaque bouton. Après comme vous pouvez voir, on peut utiliser n'importe quoi. C'est pas des trucs Microsoft. Il n'y a pas obligé d'acheter des trucs bien chers Microsoft ou autre chose. Vous pouvez vraiment même les fabriquer par vous-même si vous voulez. Donc honnêtement, je crois pas que ça devrait poser de problème et c'est franchement génial. Alors, YouTube Red est mort. Oui, François, YouTube Red. Oh, YouTube Red. François ne savait pas ce que c'était YouTube Red. Donc, pour ceux qui ne savent pas comme François, c'était le service de YouTube qui vous permettait de ne pas avoir de pub sur YouTube, de pouvoir télécharger les vidéos et d'écouter aussi de la musique sur YouTube, même en minimisant l'application. Donc YouTube Red est mort, mais ne vous inquiétez pas, en fait il est juste remplacé par YouTube Premium. Vous voyez,
Bon, c'est plus logique, YouTube Premium, on va être honnête, c'est un nom beaucoup plus clair par rapport à ce que ça fait. Et du coup, augmentation de prix toutefois. Donc YouTube Premium va passer à 11,99$ si je me souviens bien, voilà. Et vous aurez aussi YouTube Music Premium qui vous permettra d'écouter de la musique sur YouTube, comme faisait YouTube Red, sans les autres avantages de YouTube Red. Donc, pas convaincu par ça. Donc, en gros, c'est une augmentation de prix, un renommage, c'est à peu près ça. Je suppose qu'ils ont peut-être pas assez de personnes qui prennent YouTube Red et qui se sont dit, bon, tiens, on va augmenter le prix, hein. Comme ça, on aura un petit peu plus d'argent. D'ailleurs, autre news, c'est que si vous êtes français, YouTube Premium, ou YouTube Red, peu importe, est sorti en France, donc vous pouvez le prendre en France. Nous, il est toujours pas disponible en Belgique. Personnellement, je le prendrais parce que je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, donc ça ne me dérangerait pas plus que ça. Surtout qu'il faut tenir compte, si vous avez YouTube Premium en tout cas, que une partie de ce que vous payez va être redistribuée aux gens que vous regardez. Donc, si vous regardez beaucoup des YouTubeurs, ils auront une partie de justement ce que vous avez payé. Ça ne vaut pas vraiment de prendre un abonnement chez eux ou autre chose, mais vous, ça vous permet de juste prendre un seul abonnement, pas être embêté par les pubs officiellement et de soutenir vos créateurs favoris de la même manière. Personnellement, j'aime assez bien le principe. Je ne sais pas par contre s'ils ont augmenté les taux ou autre chose. Sur les 11,99$, je ne sais pas ce qui va réellement, genre 5$ au YouTubeur, on ne sait pas ça. Donc, je suppose qu'il faudra un petit peu investiguer, ça pourrait être intéressant. Du coup, il y a d'autres trucs, donc vous voyez le truc YouTube Music que vous avez forcément si vous prenez YouTube Premium, ou alors vous prenez juste YouTube Music Premium si vous voulez, même si évidemment là, je veux dire, c'est le même prix que YouTube Red, sans les avantages de YouTube Red, donc ça fait un peu bizarre. Donc pas de pub sur les vidéos, vous pouvez jouer dans le background, les téléchargements, et aussi vous avez accès à toutes les séries YouTube Originals, qui sont d'ailleurs toujours appelées YouTube Red Originals, donc voilà un truc pour bien confondre les gens. Donc ouais, on verra bien. Moi personnellement, je verrai si je peux pas me prendre ce YouTube Premium parce que comme j'ai dit, ça m'intéresserait bien de pouvoir supporter justement les créateurs que je regarde souvent et aussi de ne pas avoir de pub de manière officielle. Ensuite, Steam a sorti une nouvelle application en bêta sur Android et bientôt sur iOS normalement, qui est le Steam Link. Donc le Steam Link vous permet de faire comme le fait le Steam Link, genre version hardware. Ça vous permet de jouer à des jeux PC en streaming. Donc ça stream depuis votre PC à vous. Vous devez avoir un bon Wi-Fi. Il y a très peu de latence vu que c'est sur votre propre réseau. C'est pas un PC qui a 3 km ou à même 300 km en fait. Et ça vous permet de jouer en streaming comme ça. Alors, il conseille de mettre un contrôleur, donc une manette ou autre chose. Vous pouvez utiliser la manette Steam par exemple qui conseillait. Vous pouvez utiliser n'importe quelle autre manette qui est supportée en tout cas. Et du coup, vous pourrez jouer à n'importe quel jeu PC normalement que vous avez sur votre bibliothèque Steam en streaming comme ça. Le streaming Steam marche plutôt bien. Ça fait très longtemps qu'il est utilisé. Et la plupart des gens, vraiment, maintenant, il n'y a presque plus de problèmes. Du coup, là, ça reste une bêta, évidemment, vu que c'est sur Android, c'est un peu plus chaud. Mais du coup, ça devrait vous permettre de streamer n'importe quel jeu depuis votre PC. Ça, c'est vraiment génial. Donc ça, c'est justement le truc que je voulais tester dans une vidéo à part. Donc on testera un petit peu, voir un petit peu les performances et tout ça. Petite précision. Donc, déjà, évidemment, ça ne va pas supporter les résolutions un peu bizarres. Aussi, si vous avez un téléphone, à mon avis, en 18/9, vous aurez des bandes noires ou autre chose sur les côtés. Donc si ça ne supportera certainement pas au-dessus du Full HD. Donc je parle pour ceux qui auraient peut-être une config un petit peu plus véloce. Après, je veux dire, pourquoi vous streamerez un jeu 4K sur un téléphone, je ne comprendrai pas l'intérêt. Il vous faudra aussi un PC quand même suffisamment bon pour streamer. Après, le Steam Home Streaming, c'est ce que ça utilise, reste relativement léger. Mais bon, ça requiert quand même un PC un minimum puissant. Ça marchera aussi évidemment sur tablette et pas juste téléphone, hein, Android. Normalement, ça devrait aussi marcher sur Android TV. Donc ça permettrait de streamer sur Android TV et ça, c'est vraiment génial. Ça transforme votre TV en une console de jeu en ayant votre PC qui tourne un peu plus loin dans la maison. Il recommande du Wi-Fi 5 GHz, c'est le meilleur Wi-Fi avec plus de bande passante. Après, honnêtement, je pense qu'avec du bon 2,4 GHz, ça passe largement. Mais il faut juste que ça capte bien. Le mieux, c'est de se brancher en Ethernet, surtout si vous avez une TV Android TV. Mais bon, on verra bien. Il y aura peut-être moyen aussi... Alors, évidemment, c'était déjà aussi possible si vous aviez une Shield
la Shield TV, la Shield tablette et tout ça. Mais après, vous pourrez quand même utiliser sur les trucs Shield. Donc si vous n'êtes pas satisfait par le streaming Shield sur Nvidia, vous pouvez streamer avec le Steam Home Streaming. Donc, ma foi, ça vous donne plus d'options. Ensuite, une petite update au niveau de ZTE. ZTE, j'avais fait une news comme quoi, en gros, ils allaient mettre la clé sous le paillasson et juste arrêter business. Parce qu'ils avaient, pour ceux qui n'avaient pas vu, ils avaient vendu des technologies à des pays où ils ne devaient pas forcément les vendre, des pays qui étaient sanctionnés par la communauté internationale. Des technologies américaines en plus, donc c'est vraiment pas une bonne chose. Et du coup, finalement, non. Genre, Donald Trump est revenu sur ses mots, il a fait non, on va les aider finalement. Donc, ma foi, on verra bien. Apparemment, c'est pour négocier des trucs avec la Chine ou je sais pas quoi. Mais bon, ma foi, ça m'apprendra à traiter d'une news technologique, même en rapport avec Trump, parce que au final, le mec change d'avis toutes les 10 minutes, donc ouais. Peut-être que ZTE va survivre. Évidemment, la plupart des gens sont mécontents par ça parce que ZTE a littéralement vendu des technologies qui leur appartenaient pas à des pays qui étaient sanctionnés par la communauté internationale. Donc voilà. Mais bon, on verra bien ce que ça donnera. Ensuite, une news qui me conforte sur l'idée que je déteste encore plus le Bitcoin. Alors, j'aime l'idée du Bitcoin. J'aime la liberté du Bitcoin, même si au final, c'est pas si libre qu'on y pense vraiment, selon moi. J'aime le fait que ce soit accessible quand on y pense. Ce que j'aime moins, par contre, c'est le fait que ça consommerait, en tout cas, jusqu'à 7,7 gigawatts d'électricité d'ici la fin 2018. Pour information, actuellement, ça consomme dans les 3,2 gigawatts et c'est à peu près la consommation électrique de l'Irlande. Donc, en gros, une monnaie virtuelle, il faut le tenir précisé, une monnaie virtuelle consomme plus d'électricité qu'un pays entier, juste pour la maintenir. Et c'est ça que j'aime pas trop avec le Bitcoin au final, c'est que ça coûte tellement d'électricité à miner, à maintenir et à tout ça que selon moi ça ne vaut juste pas la peine. On est en train de, littéralement, on a des problèmes de climat et on est en train de dépenser une quantité d'électricité pas possible juste pour maintenir un truc qu'on pourrait avoir sous forme de papier qui marche aussi bien. Donc personnellement voilà, rien que ça je ne suis vraiment plus convaincu par ça. Même si ça a des avantages, ça c'est un énorme désavantage qui peut être vraiment, mais vraiment problématique sur le futur, parce que ça va continuer d'évoluer, il va y avoir encore plus, il y a les autres cryptocurrencies, il y a l'Ethereum et tout ça, et si ça continue, comme ils le disent, 7,7 gigawatts d'ici fin 2018. 7,7, je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Allez voir ce que produit une centrale électrique, allez voir la consommation de votre pays, si vous vivez en Belgique, peut-être en France ou en Suisse. Et je pense que ça devrait vous donner une idée. Attendez, allons voir la consommation de la France. Ok, alors j'ai un des chiffres. Apparemment, ils disent que en 2017 ou autre chose, ça avait consommé sur l'année 32 terawatts à l'heure. Et ça pourrait monter jusqu'à 67 apparemment. Pour information, la consommation de la France en 2017 était de 529 terawatts, selon un article en tout cas. Donc, ça vous permet de vous faire une idée. On se dit que la France consomme quand même beaucoup plus, mais 30 terawatts pour une monnaie virtuelle qui n'existe même pas vraiment et qui change de valeur tout le temps, ça me paraît juste énorme. Donc ouais, peut-être que vous devriez arrêter de faire, juste pour penser un petit peu à la Terre, d'arrêter de trader des bitcoins juste pour cette simple et bonne raison. Alors une autre news au niveau de Intel, ils ont sorti leur premier processeur Cannon Lake. Donc Cannon Lake, c'est le successeur de Coffee Lake, en 10 nanomètres. Du coup, c'est le tout premier un peu dans le genre. Alors, gros astérix. Déjà, c'est un processeur mobile. Hein, voilà. Dual core 4 threads qui sort seulement, apparemment, pour le moment, dans un portable Lenovo. Et aussi, grosse astérix. Intel a des gros problèmes, apparemment, pour passer aux 10 nanomètres. Du coup, c'est pas garanti qu'on ait des processeurs tout de suite qui soient sur ce mode de gravure. Pour information, Intel grave ses propres processeurs, ils ont leur propre usine et tout ça, alors que AMD et Nvidia aussi normalement utilisent des sociétés externes qui sont TSMC, si je me souviens bien, et Global Foundries, et eux ils sont
ils ont bien progressé d'ailleurs sur le 7 nanomètres. Donc là, Intel a un petit peu, littéralement, du retard en fait. C'est une bonne chose qu'ils l'ont sorti, ça veut dire qu'ils commencent à maîtriser, mais bon, on verra bien. Ils avaient déjà fait ça d'ailleurs par le passé, si vous vous souvenez pas, mais ça arrive souvent qu'ils sortent des petits processeurs comme ça juste pour tester un petit peu si ça passe bien. Donc, encore une fois, c'est peut-être aussi un 4 coeurs, il me semble qu'ils ont sorti. Ouais, il y a le i3, mais en tout cas, c'est un 15 watts. Donc, on verra bien aussi ce que ça donnera dans les tests, parce que voilà, ça peut être intéressant. La fréquence de base n'est pas incroyable, il est juste à 2,2 jusqu'à 3,2 de boost, donc c'est pas si impressionnant que ça. Donc j'attends de voir quelqu'un qui arrive à mettre la main sur cet ordi portable et juste tester vraiment les capacités du processeur, voir si au final c'est pas juste genre à peu près le même que l'ancienne génération et qu'au final t'as juste pas l'impression qu'il est gravé vraiment en 10 nanomètres. Autre news au niveau d'Intel, ils ont sorti une page d'information sur le Z390 sans faire exprès, donc ma foi maintenant c'est vraiment confirmé. Donc ouais, il y a genre quelqu'un sur le site qui a lancé, qui a mis une page en ligne et genre c'était pas prévu. Donc c'est vraiment, au final c'est un peu bizarre parce que la façon dont on le présente c'est juste genre un chipset plus haut de gamme par rapport au Z370, sauf que le Z370 est déjà largement suffisant pour n'importe qui. Donc à voir ce que ça donnera. Apparemment, l'une des grosses différences, c'est qu'il y aurait plus de ports USB, ce genre de choses. Mais bon, franchement, je vois pas l'intérêt, à part si c'est pour supporter un meilleur processeur, genre un weaker ou autre chose. Mais bon, on verra bien ce que ça donnera. Une chose est sûre, la page n'existe plus maintenant, elle a été retirée. Et voilà. Il y a aussi, oui, j'avais oublié, il supporte le Wi-Fi par défaut maintenant, contrairement aux cartes mères actuellement, où vous avez le Wi-Fi, mais pas toujours, quoi. C'est genre, c'est la liberté des constructeurs de cartes mères. Là, c'est supporté par défaut. Donc, ma foi, s'il vous faut vraiment du Wi-Fi, acheter une carte Wi-Fi directement, ce sera plus intelligent. Mais bon. Enfin, bref. Il y aura aussi l'USB 3.1 Gen 2, supporté nativement. Donc, ça peut être pratique, même si, selon moi, il n'y a pas grand-chose à brancher là-dedans pour le moment. Il n'y a pas vraiment de choses qui utilisent toute la bande passante d'un tel port USB. Enfin, bref. Du coup, c'est à peu près tout pour les news de cette semaine-ci. Merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour plus de news sur la chaîne Texama. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit d'ailleurs en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis salut à tous!